sur Cette ma plateforme conférence va maintenant être économie enregistrée. circulaire Cette que Coralie conférence va maintenant vous être passera les liens enregistrée. nécessaires par la suite. Et enfin, un troisième groupe de travail a eu lieu qui s'appelle EIT et développement économique, qui a pour vocation justement de se dire comment l'EIT peut être une des stratégies dans mes missions de développeur économique, que l'on soit animateur de démarche EIT ou technicien d'une collectivité, etc. Donc ce groupe de travail va publier cette fin d'année une grille d'évaluation de la démarche EIT dans sa stratégie de développement économique. Et là aussi, je vous invite à aller sur le site économiecirculaire.org et d'aller voir le groupe de travail numéro 3 qui se nomme EIT développement économique pour avoir plus d'informations. Vous pourrez vraiment trouver des données sur le groupe massification des données et EIT et développement économique. Un autre petit point sur Synapse, il y a eu une enquête de satisfaction et qui a été publiée en septembre 2020 pour voir la situation de Synapse et les suites de Synapse et de savoir que pensaient les membres de Synapse. Les analyses de cette enquête ont été publiées. Là aussi, vous pouvez aller la voir sur le site économiecirculaire.org. Globalement, il y a une volonté que l'animation continue, mais avec des points d'amélioration et des ajustements, que ce soit sur les newsletters, que ce soit sur les rencontres nationales, etc. Et enfin, un dernier petit point d'actualité sur les prochaines dates liées à Synapse. On a tout d'abord une réunion du comité d'orientation qui aura lieu ce jeudi. Les sujets qui seront évoqués au cours de ce comité d'orientation seront les actualités par rapport à l'EIT, les retours sur les RNEIT, RFEIT dont vient de parler Coralie, la suite de l'animation de Synapse et enfin une part sur l'intégration des réseaux économiques dans les réseaux d'EIT. Voilà, c'est comment mieux intégrer les acteurs économiques dans les réseaux EIT, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Il y aura un webinaire interréseaux et régionaux EIT qui aura lieu le mardi 1er décembre à 14h. Donc un webinaire interréseau, interrégion. Et enfin, il y a la 7e édition des itinéraires de l'écologie industrielle et territoriale qui ont lieu le 19 novembre. Et là aussi, je vous invite à aller sur le site pour en savoir un peu plus. Je crois aussi que toutes les actualités sont sur Éclaira, si je ne me trompe pas, Coralie, sur ces événements-là. Mais il me semble que notamment sur les 2 derniers, le webinaire interréseau et la 7e édition, toutes les infos sont sur Éclaira, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et si vous avez plus de questions, notamment sur les groupes de travail, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous dirigerai vers les personnes adéquates qui sont en charge de ces groupes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. Point suivant, je vais laisser la parole à Nadège Bondez de l'Adréal pour vous présenter le lancement d'une étude action sur l'EIT. Nadège, je garde la main, n'hésite pas à me dire quand il faut passer les slides. Ok, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc l'idée c'était de vous dire 2 mots sur le lancement d'une étude d'action en matière d'EIT. Alors, quelques éléments de contexte d'abord. C'est une étude qui est lancée à la suite d'une orientation donnée par le Commissariat général au développement durable, qui avait, au travers d'appels à projets, ciblé un certain nombre de sujets sur lesquels il souhaitait que les acteurs travaillent en région, et donc l'EIT en faisait partie. Les projets qui étaient visés plus particulièrement, ce sont des projets qui permettent de lever des freins, qui permettent d'impulser une dynamique locale ou d'amplifier et d'accélérer des solutions pour la transition écologique et solidaire. Donc, l'EIT répondait tout à fait à ces différents critères et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce projet. Donc, c'est un projet qui est conduit en partenariat avec l'ADEME qui cofinance donc l'étude. Alors, quelques mots sur le projet. Tu peux du coup passer la diapo. Quelques mots sur le projet. C'est un projet qui est né du constat que les démarches d'EIT qui sont conduites par les territoires peinent parfois, assez régulièrement, à concrétiser des synergies de substitution et à l'inverse sont réalisent assez souvent des synergies de mutualisation.
Sur les synergies de substitution, plusieurs freins peuvent expliquer la situation. La complexité organisationnelle, juridique, économique, à mettre en œuvre les synergies sur les flux de matière ou d'énergie identifiés. Et puis le caractère chronophage en fait, pour les entreprises ou les animateurs de démarches de IT, de faire aboutir ces différentes synergies. Donc l'enjeu du projet, c'est de faciliter la duplication de quelques synergies de flux de matière ou d'énergie qui fonctionnent bien et qui présentent un potentiel intéressant pour la région, pour les acteurs économiques régionaux. Concrètement, ce projet, il va se décomposer en 2 grandes phases. Une phase d'étude qui vise à identifier les flux de matière qui présentent un intérêt à être échangés, sachant que donc cet intérêt sera notamment évalué au regard du potentiel régional, en fait, de quel flux de matière ou d'énergie disposent les entreprises du territoire qui pourraient être échangés. Et puis la deuxième phase de ce projet, c'est une phase d'expérimentation, cette fois plus concrète, pour accompagner 1 ou 2 projets dans la mise en œuvre d'un échange de flux ou de matière ou d'énergie, en accompagnant ces entreprises et en testant les conditions qui auront été identifiées en phase 1 sur ces 2 projets. Donc, c'est une étude d'action qui va être conduite avec la CCIR de Auvergne-Rhône-Alpes et donc qui débute tout prochainement. Le copil de lancement aura lieu demain et qui se déroulera sur probablement 1 année. J'ai terminé. Est-ce que tu voulais rajouter un mot par rapport au planning? Je l'avais ajouté sur cette slide. Vous avez transmis, c'est vrai, ce calendrier indicatif. Bon, voilà, simplement pour dire que, je l'ai déjà un peu dit, hein, que l'étude commencera donc en novembre avec le copil de lancement. Elle débutera par un benchmark à l'échelle nationale pour identifier les flux de matière ou d'énergie qui peuvent qui fonctionnent bien, pour aussi commencer à identifier au niveau régional de quel potentiel disposent les acteurs économiques. Et puis, on passera en 2021 sur une phase plus d'analyse de ces données et puis ensuite d'expérimentation après le printemps. Voilà en quelques mots, de manière succincte, comment les choses vont se dérouler. Merci beaucoup. Merci Nadège. On ne manquera pas de garder un œil sur ce projet et on pourra faire un point comme ça au fur et à mesure l'année prochaine. Oui, entendu. Olivier, si tu veux bien nous donner quelques actualités pour l'ADEME du côté de l'EIT. Je crois que je t'ai vu connecté. Par contre, il manque le micro. Ah, voilà. Ça y est. Je l'ai mis physiquement, mais ça ne marche pas toujours directement. Donc, Olivier Gillet, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, en charge notamment de l'IT sur l'ensemble de la région. Juste une petite information, alors qui concerne quasiment que les collectivités, même plutôt les EPCI, mais qui est en avant-première parce que ça va être annoncé après-demain par notre par notre président, a priori, c'est qu'on a un ensemble d'outils vers les élus principalement et plutôt les nouveaux élus municipaux. Cet ensemble d'outils se base d'une part sur des documents de base, également des informations, des échanges, etc. On peut citer ce qui est déjà sorti, c'est le dernier magazine ADEME de novembre, dont la thématique principale est sur les élus locaux et maintenant quelle transition. On aura également, on devrait sortir le 19, donc un guide, aujourd'hui mon territoire, chiffres clés et actions à mettre en œuvre. Alors ce n'est pas spécifiquement UIT, hein, c'est très largement sur les compétences des collectivités. Et puis, les 2 autres leviers, ce sont des webinaires d'une part et des formations. Webinaires, il y aura donc 20 webinaires sur 10 thématiques à destination des élus principalement et également des services. Je vous passe vite les 10 thématiques, hein, c'est les acteurs économiques, l'adaptation au changement climatique, qualité de l'air, aménagement durable, écomobilité,
le mix énergétique, le label Citergie, les ENR, la rénovation du patrimoine bâti, la mobilisation des citoyens. Et il y aura en plus organisé par la région et l'ADEME chez nous 2 webinaires au choix sur l'économie circulaire. Cette information, on la retrouve sur notre plateforme Éclaira régionale. Donc ça, c'est un pilier important. Et le troisième pilier est une formation de 2h30 qui sera organisée pour et alors, dans les collectivités, sauf que là, ça sera probablement en distance au départ en tout cas, organisée par un prestataire qu'on a sélectionné, un prestataire formateur, qui va adapter un tronc commun un peu aux besoins et aux spécificités de chacune des collectivités qu'il souhaitera. Là, c'est plutôt les intercos, c'est directement les intercos. Il y a un module de formation pour les moins de 20 000 habitants, un module pour les plus de 20 000, qui chez nous sont quand même la majorité. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Et on a une présentation Rhône-Alpine d'ailleurs de l'ensemble de ce dispositif. Je proposais de la mettre à disposition après la réunion d'aujourd'hui. Voilà pour faire rapide. Donc la sortie officielle, c'est jeudi et l'ensemble des outils devraient être disponibles presque immédiatement, y compris la formation avec un consultant qu'il faut aller interroger et monter ensemble la formation à partir des modules existants. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je me permets pour compléter vu que les ateliers de sensibilisation des élus sont organisés conjointement ADEME Région avec l'appui du CIRID. Donc les premiers ateliers sont organisés en format dématérialisé les 30 novembre et les 10 décembre prochains et des mails sont partis à destination notamment des présidents de PCI. Donc voilà, on se tient à votre disposition si vous avez des questions aussi sur ces ateliers qui vont être organisés très prochainement. Cela étant spécifiquement sur l'économie circulaire et déchets. C'est ça. Merci. Merci. Et je vous propose de continuer en vous présentant la cartographie des démarches et initiatives EIT en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait une première édition de cette cartographie qui avait été développée en 2017 et qui n'était plus à jour, donc on a retravaillé et qui a été récemment publiée donc, sur la communauté EIT sous un format disponible pour toutes et tous. Donc, on vous refera passer les liens. De mon côté, je vais ouvrir la page net internet. Donc, vous devez avoir accès à la cartographie. Donc, on est sur un format qui est très similaire à ce que vous pouvez trouver sur l'onglet cartographie des initiatives, mais là, qui sont plus larges sur toute l'économie circulaire. Sur celle-ci, on a ajouté un filtre vraiment spécifique à l'EIT. Et donc, de la même manière, vous pourrez aller cliquer sur les petits liens, les petits points qui sont indiqués sur la carte pour accéder aux initiatives. Et une fois que vous êtes sur le projet, on vient à nouveau cliquer dessus et vous avez accès à tout le détail de l'initiative ou de la démarche en question. Donc, certains d'entre vous sont présents, je pense bien entendu à Centralp et Opipa, donc ils sont référencés effectivement sur cette cartographie. Et donc, il faut savoir que tout le contenu peut être modifiable à tout moment par les porteurs de projets en eux-mêmes ou bien en se rapprochant de nous au CIRID pour qu'on vienne faire les modifications en question. Donc aujourd'hui, on a une petite vingtaine d'initiatives qui sont présentes sur cette cartographie et on espère la voir grossir le plus rapidement possible. Je vous propose maintenant de laisser la parole à nos grands témoins. Bien entendu, la petite page pub pour le réseau EIT Auvergne-Rhône-Alpes, où vous retrouvez effectivement la communauté. Et bien sûr, si vous avez des démarches ou des synergies EIT à nous faire part, il y a un lien également disponible sur le réseau qu'on vous fera passer en dehors également pour le renseigner et ensuite pour pouvoir figurer sur la cartographie. Coralie, excuse-moi. Et maintenant, oui. Coralie, excuse-moi, juste la page précédente. Je viens de voir le lien. Je suppose qu'il marche quand même, mais le second, cartographie des démarches, il n'y a pas le « et » dans démarches. C'est pas une erreur de lien? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le deuxième lien. Je crois qu'il manque le « e ». Il manque le « e » à démarche, semble-t-il. Ouais. Donc il se peut que le lien soit pas bon. On vérifiera, oui.
J'ai l'impression que Coralie, je ne sais pas si vous avez la même chose, mais que ça ne Elle est fonctionne plus de son déconnectée, côté. ouais. Oui, tout à fait, ouais. Je vais lui envoyer un petit message pour vérifier. Alors. Parce que du coup, c'est Coralie qui faisait dérouler Qui la avait la présentation main. aussi. Oui, mais Ouais. de toute Ah. manière, Audrey, il me semble que tu avais la main, toi, sur la présentation. Donc, si tu veux partager ta présentation et commencer, on peut fonctionner comme ça. Oui, bien sûr, je vais tenter de partager mon écran. Coralie devait faire une manip pour que je puisse le faire. Je sais pas si D'accord. c'est indispensable. J'essaye de mon côté. Ok. Non, je crois qu'il faut effectivement qu'elle me donne la main pour le partage d'écran. D'accord. Alors, je vais voir avec elle. Désolée pour ce couac, je la rappelle tout de suite. Ok. Bonjour, possibilité de faire sans support en attendant. Il y a un message dans le chat. Je vais peut-être commencer à vous présenter. Qui prend la main du coup sans support? C'est vous qui deviez présenter? Oui, si vous voulez, j'y vais. Si vous pouvez commencer à vous présenter Ouais, déjà. allez-y. Ouais, comme ça, Oui, bien sûr. Allez-y en attendant. la Désolée. présentation vous rejoindra. Ok. Bonjour à tous, je suis Audrey Erignac, responsable environnement et sécurité sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain. En quelques mots, donc, le parc industriel de la Plaine de l'Ain, c'est un parc d'activités qui accueille environ 180 entreprises, ce qui représente à peu près 7600 salariés. C'est un parc qui fait 1000 hectares et qui regroupe tout type d'activités, de l'industrie, de la logistique, de la R&D, du tertiaire, des services. C'est voilà, diverses activités, toute taille d'entreprise, des entreprises d'une personne jusqu'à l'entreprise qui en a plus de 500. Et donc, ce parc d'activités, il est géré par le syndicat mixte du parc de la Plaine de l'Ain, dont je fais partie. Et le syndicat mixte, donc, pour vous expliquer un petit peu nos missions, donc c'est une structure composée de 14 personnes qui a 4 grandes missions, qui sont la commercialisation des parcelles de terrain pour l'implantation des entreprises, l'aménagement du parc, donc nous construisons les voiries, les réseaux, l'éclairage et d'autres équipements techniques. On entretient donc tous ces équipements, tout ce qui nous appartient. Et enfin, la 4e mission, c'est l'animation économique du parc. Voilà, au sein de l'équipe, il y a une personne dédiée à une association qui s'appelle le Club des entreprises. Et je vous en parle parce que ce Club des entreprises est du coup assez actif sur les sujets que je vais aborder aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours pas le support, mais je peux continuer si vous voulez, hein. On peut faire ça. Alors, normalement, là, je viens de vous désigner comme présentateur. Ça devrait fonctionner. D'accord, alors voyons, je tente la manip. En fait, si je fais... c'est un petit peu bizarre.
Non, le partager votre écran, il n'est pas disponible? Je réessaie. En fait, je vois que l'écran de la visio. Pourtant, j'ai bien ouvert le PowerPoint. D'habitude, on me le propose aussi pour le partage, et là, on me le propose pas. Je Ok. sais pas Alors, comment j'ai faire. réussi à me reconnecter. Je suis désolée pour ce gros souci de connexion. Audrey, j'essaye de vous passer la main. Audrey, peut-être essayer, Vous me parce que en désignez fait, comme j'ai la même organisateur. chose, mon PowerPoint n'apparaît pas, mais le dossier, si tu ouvres le dossier dans lequel il y a ton PowerPoint, moi, le dossier apparaît. Donc peut-être que tu arriveras à lancer le PowerPoint une fois que tu auras affiché le dossier. Je sais pas si je suis clair. Ouais, je crois que j'ai compris. C'est vrai, là, je l'avais mis sur le bureau, en fait. Il est pas dans un dossier, mais je peux toujours aller le mettre dans un dossier. Je fais un test. Ouais, en fait, faut que tu l'ouvres. Faut que tu ouvres ta présentation. Oui, elle était ouverte. Mais là, pas en plein écran. Mais là, sur une partie de l'écran seulement. Et ensuite, quand tu vas retourner dans partager, je pense que ça va apparaître. Pas en plein écran, ok. Tu vas dans fenêtre de l'application, dans partager. Je sais pas, j'ai cliqué sur... Ah, peut-être... Ah, Ouais, là, là, c'est peut-être bon. que là, c'est bon. C'est Superbe. bon. Bon, navré pour ce contretemps. Eh bien, écoutez, du coup, je vous ai présenté un petit peu le PIPA et le syndicat mixte, donc je passe à la présentation. Donc, le PIPA, enfin le syndicat mixte, a, je vous ai dit, plusieurs missions, dont l'activité, dont l'animation économique, pardon. On travaille beaucoup sur les sujets qui concernent le développement durable et tout ce qui est environnement en général. Comme il y a énormément de sujets très intéressants à déployer, on essaie de faire un tri et de se fixer des priorités en fonction des enjeux nationaux en premier. Donc, quand on parle de IT, moi je parle de façon un peu plus large d'économie circulaire. Donc, on a lu la feuille de route d'économie circulaire qui était parue en 2018. On essaye donc de prendre les sujets qui sont le plus appropriés au parc. Ensuite, ces sujets, ces objectifs et enjeux nationaux, ils sont aussi déclinés au niveau territorial. Donc, on est sur la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Cette Comcom a déployé ou est en train encore de déployer son plan climat et énergie territorial. Parmi les grands enjeux, l'économie circulaire en fait partie. Et ce qui facilite aussi l'approche ou le lien avec la communauté de communes, c'est que une de mes collègues est également salariée de la communauté de communes et donc du syndicat mixte à la fois. Donc ça nous permet d'avoir un lien étroit sur les enjeux du territoire et donc d'appliquer après au parc industriel certaines actions qui semblent prioritaires. Donc notre approche, elle va un peu plus loin que juste l'écologie industrielle et territoriale, pardon. Comme je vous le disais, on n'est pas forcément très très fort ou très avancé sur l'EIT en particulier. Par contre, on essaye d'agir sur les différents piliers de l'économie circulaire que j'ai représentés là sur cette roue. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est chaque pilier. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai associé en noir quelques actions que nous faisons sur le PIPA, et c'est ces actions-là que je vais vous présenter et qui nous permettent donc de fédérer les acteurs du parc. Donc le premier, c'est le groupe de travail énergie qu'on a composé en début 2020. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser des acteurs du parc pour réfléchir sur les thématiques de l'énergie. Et ce groupe de travail a deux grands objectifs qui sont de réduire les consommations d'énergie dans les entreprises et développer les énergies renouvelables.
il y a eu, il y a à peu près un an, il y a eu un fort engouement sur les énergies renouvelables et notamment sur le solaire photovoltaïque, avec des entreprises du parc qui se sont mis à s'intéresser à ce sujet-là de façon assez massive. Et puis le syndicat mixte a été aussi contacté par des prestataires, des acteurs du solaire en fait, qui recherchent des surfaces pour poser des installations. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce groupe de travail. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des entreprises qui participent de façon active au groupe. Il y en a 9. Une dizaine qui suivent les avancées du groupe. Et puis, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs du solaire, on a identifié qu'on pourrait mener à l'échelle du parc un projet autour du solaire photovoltaïque, mais un projet collectif, contrairement à ce qu'on connaît, contrairement au projet individuel, où c'est l'entreprise qui mène son projet et qui fait son installation. Ben là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs entreprises qui vont se grouper au sein d'une structure qui s'appelle une PMO, personne morale organisatrice. Et parmi ces entreprises, certaines vont produire de l'énergie, en consommer une partie et va vendre le reste à d'autres participants du projet. Voilà, donc là maintenant on travaille vraiment sur ce sujet-là, en plus des autres sujets d'économie d'énergie. Je continue. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, pardon, juste une petite remarque. Tout en bas, vous avez votre écran est partagé par le biais d'application. Vous pouvez masquer la petite. Ah exact, je pensais pas que tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait. Merci. D'accord. Donc vous aviez pas vu la dernière phrase, mais je l'ai dite, donc c'est bon. Donc je passe au deuxième point. Sur l'éco-conception, j'ai mis en noir éco-conception du PIPA, parce que là c'est une approche plutôt syndicat mixte, c'est pas vraiment une approche participative, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis l'origine, le parc a un peu plus de 40 ans, il est construit dans une ambition vraiment de respect de l'environnement. Et l'objectif, c'est d'avoir non seulement un parc qui respecte l'environnement, mais aussi un parc dans lequel les entreprises se sentent bien ou s'y reconnaissent. Et on est force d'exemple en menant des actions, en aménageant en tout cas ce parc voilà, de la meilleure manière possible, avec de grands espaces verts, avec un entretien des espaces verts différenciés, des fauches tardives, une surveillance écologique, etc. Et puis, finalement, on influence aussi les entreprises lorsqu'elles viennent s'implanter sur le parc, parce que quand elles viennent nous acheter un terrain, elles doivent bien sûr respecter un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a certaines prescriptions environnementales. Et on est aujourd'hui en train de le faire évoluer pour aller vers des demandes encore plus fortes sur l'environnement. Donc finalement, voilà, ça permet à l'entreprise de s'intégrer dans cet écosystème que nous avons créé et de les faire participer aussi à la démarche. Si je poursuis avec le cœur du sujet, donc l'EIT. Alors, que faisons-nous au niveau de l'EIT? Il est assez compliqué de trouver plein d'actions en fait qui peuvent réunir des entreprises autour de l'EIT. Le parc industriel n'a pas été construit et l'accueil des entreprises ne s'est pas du tout fait suivant ce critère-là, qui serait qu'une entreprise a des éléments sortants et qui pourraient être les intrants d'une autre entreprise. Malgré ce, on soutient, on va dire qu'on soutient, voilà, on est facilitateur et on est un soutien pour les entreprises du parc quand elles ont un projet. Alors j'ai mis quelques exemples. Il y a une entreprise qui est venue nous voir pour nous dire, par exemple, qu'elle souhaitait réaliser un réseau de vapeur à partir de combustibles solides de récupération. En tout cas, créer de la vapeur et puis créer un réseau sur le parc pour distribuer à d'autres entreprises. Donc là, dans ce cadre-là, on a bien sûr écouté le projet de l'entreprise et puis on l'a mise en relation avec les entreprises qui nous semblaient susceptibles d'être intéressées au vu de leurs activités.
Voilà, donc là, le syndicat mixte, en fait, est facilitateur. Le fait de bien connaître nos entreprises nous permet de faire accélérer un petit peu les projets ou les relations entre les entreprises. Et puis après, pour vous donner des exemples, il existe quelques éléments qu'on peut faire rentrer dans l'EIT, mais le syndicat mixte n'est pas forcément à l'origine de ça. Par exemple, aujourd'hui, on a une entreprise qui s'appelle Orapi qui fabrique du gel hydroalcoolique et d'autres produits. Et bien, une fois qu'elle a vidé ces grandes cuves qu'on appelle des GRV, et bien ces grandes cuves, elles sont récupérées dans une autre entreprise qui s'appelle R+R, qui est sur le parc, qui va les nettoyer et puis les remettre après sur le marché. Et cette entreprise R+R, quand elle nettoie les cuves et les bidons qu'elle reçoit, il y a toujours des résidus, et ces résidus, ils sont stockés en tant que déchets dangereux et ils peuvent être éliminés, par exemple, chez l'entreprise Tredi, qui est aussi sur le parc, qui incinère des déchets dangereux. Voilà, donc il y a quelques actions en ce sens qui existent, et nous, on est vigilants, voilà, vigilant, c'est pas le terme, on est à l'écoute, en tout cas, d'une entreprise qui vient s'implanter. On comprend quelles sont ses activités et on essaye de les mettre en relation avec d'autres, si jamais on imagine que c'est possible. Voilà, on a un autre cas sur, par exemple, une entreprise qui vient s'installer, qui va fabriquer des produits plastiques. Donc, elle s'approvisionne en petites billes plastiques qu'elle va transformer. Et aujourd'hui, par exemple, en cours d'implantation, on a une entreprise qui va recycler des déchets de plastique pour fabriquer ces petites billes. Donc à ce moment-là, on va essayer de mettre en relation les entreprises pour voir si elles ont quelque chose à monter ensemble. Voilà. Maintenant, je passe au point 4, qui est l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est là où on a le plus d'actions. Hein. Vous voyez, je vais pas tous vous les citer, mais on a des projets. Donc le syndicat mixte fait des projets et le club des entreprises, dont je vous ai parlé au tout début, qui est une association sur le parc, en fait également. Donc le club des entreprises, c'est vraiment sa raison d'être. Hein. Sa raison d'être, c'est de proposer à ses adhérents, donc aux entreprises du parc qui ont souhaité adhérer au club, proposer des services, des achats groupés, de la mutualisation de certaines choses, des formations et autres. Donc une fois que les besoins des entreprises ont été identifiés et qu'il y a des besoins communs, eh bien le club se saisit d'un sujet et puis va essayer d'amener des solutions groupées. Donc pour vous donner un exemple, quand je dis achat groupé, ça peut être l'enlèvement de déchets non dangereux, où le club des entreprises aura établi un contrat avec un prestataire après avoir négocié bien sûr les tarifs, parce que l'idée c'est qu'il y ait aussi un avantage économique. Et les entreprises adhérentes du club vont pouvoir adhérer à cette prestation. Voilà, un petit peu ce que fait le club. Le syndicat mixte peut aussi mener ce type d'action. Je vous cite par exemple au sujet de la mobilité. Aujourd'hui, il n'est pas évident d'accéder au parc industriel sans venir en voiture. Il n'y a pas de moyens de transport commun, il n'y a pas de gare très proche. Donc, au niveau de la mobilité, voilà, c'est un sujet dont le syndicat mixte s'est emparé et on va essayer de déployer des solutions communes pour favoriser l'accessibilité au parc. J'ai fait un petit zoom, c'est le cadre que vous voyez qui est le plus à gauche, sur un projet que nous avions lancé en 2017, on a appelé le Mycélium. C'est un projet qui regroupait encore une fois donc des entreprises qui souhaitaient y participer et qui permettait de mutualiser et de partager des ressources. Quand je dis ressources, c'est par exemple des équipements, du matériel, ça peut être des locaux, ça peut être des personnes, des ressources humaines aussi. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une plateforme informatique sur laquelle les entreprises pouvaient partager les ressources qu'elles avaient de disponibles, puisque parfois une entreprise peut avoir une activité un peu cyclique,
et peut avoir des équipements, du matériel qui ne lui servent pas toute l'année. Donc elle pourrait mettre en partage ces équipements et matériels pour d'autres entreprises qui viendraient les louer. Voilà, et un petit peu le même principe sur les locaux ou sur le partage de compétences de personnes. Donc c'est un projet qui avait été mené démarré en 2017. 27 entreprises, puis 31 y ont adhéré. Malheureusement, c'est difficile à mener ce type de projet parce qu'en fait, il faut énormément d'animation. Dès qu'il n'y a plus trop d'animation, et ça a été le cas finalement, puisque le porteur de projet du départ n'a plus suivi le projet au bout d'un an ou deux. Et finalement, aujourd'hui, on n'a pas de personnes dédiées pour ce projet-là, donc il existe, mais malheureusement, ça vit pas. Ça ne vit pas. Voilà, ça fait partie des essais qu'on peut faire aussi et qui ne fonctionnent pas toujours, malheureusement. Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler, je l'ai mis sur le point 7, mais finalement c'est aussi de l'EIT. C'est un projet qui a été créé en 2018. Le syndicat mixte est participant, hein, il n'est pas à l'origine de ce projet-là, mais il est participant, ainsi que 6 autres partenaires. Et l'idée, c'est de construire en fait une unité qui permettrait de transformer des déchets du territoire en gaz naturel, qui serait réinjectable dans le réseau. Et quand on parle de déchets du territoire, donc là on sort du périmètre du PIPA, hein, on se met sur le territoire de la communauté de communes. C'est d'ailleurs un des partenaires du projet. Hein. On se met à cette échelle-là et on regarde tous les déchets qui aujourd'hui n'ont pas de filière intéressante en termes de valorisation. Et l'idée, c'est de trouver le bon mix de déchets pour après transformer donc ces déchets par deux procédés. Donc vous voyez sur la diapositive, le premier procédé c'est de la pyrogazéification. Donc on va transformer le déchet en fait en un gaz de synthèse et ensuite par méthanation biologique, ce gaz de synthèse va être transformé en méthane qui est injectable sur le réseau. Voilà, donc c'est un projet qui se développe. Hein, il a démarré donc il y a 2 ans. Il y a une partie de R&D qui est encore en cours, mais qui est pas très très loin d'aboutir. Et à terme, donc si ce projet fonctionne, le parc industriel de la Plaine de l'Aisne devrait accueillir la première unité du coup de transformation de ces déchets en gaz. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai été claire et pas trop longue. J'ai pas trop regardé l'heure. Je vais arrêter là. Merci. J'arrête le partage d'écran. Voilà. Oui, je crois que ça marche. c'est bon? Oui, c'est impeccable. Merci beaucoup. Ok. On garde vos questions pour un petit peu plus tard si vous en avez. N'hésitez pas à les marquer encore une fois dans le chat pour vous en souvenir. Benjamin, si tu es prêt, je peux te laisser la parole. Ok, et je remets ma caméra et le micro. Tac, et je vais partager mon écran. Ok, on est bon sur le partage. Oui, impeccable. Vous avez le diapo en entier ou? Oui. Donc là, c'est bon? On est sur le deuxième slide? C'est bon. Présentation Ok. du parc d'activités. Super. Rapidement, Central, donc un parc un peu comparable, je pense, au PIPA. On est sur à peu près 200 hectares, 200 entreprises, 6000 emplois. Alors, je l'ai pas précisé, on est situé entre Grenoble et Lyon, mais plus proche de Grenoble. On a une vingtaine de minutes de Grenoble. On est dans le bassin d'emploi, on va dire grenoblois. Sur le parc, un lycée, un centre de formation de l'UDIMEX, l'UIMM au niveau local. Et voilà, assez classiquement sur des parcs d'activités comme le nôtre, une grande diversité des secteurs d'activité.
pas de filière, mais quand même une part importante d'emplois industriels, à peu près 30% des emplois qu'on rattache à l'industrie, même si on a vraiment de tous les secteurs, puisqu'on va jusqu'au centre de recherche sur l'aluminium. Donc voilà, on a vraiment tous les profils de postes et de métiers qui sont représentés sur le parc. Et sur le parc, donc 2 interlocuteurs, le Pays Voironnais, qui est la communauté d'agglomération sur lequel le parc est implanté, qui s'occupe de tout ce qui va être commercialisation des terrains, aménagement des espaces verts, entretien de la voirie, ainsi de suite. Et puis le groupement d'entreprises qui existe depuis 1968, qui va s'occuper plus de la partie animation. Le groupement d'entreprises a été lauréat en 2015 d'un appel à projet écologie industrielle territoriale qui était porté par la région et l'ADEME. Et donc voilà, donc le groupement avait candidaté et avait été lauréat, en sachant que c'était une candidature qui était soutenue par le Pays Voironnais, la collectivité. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui s'inscrivait dans un projet de territoire, mais qui était porté par les entreprises et du coup qui bénéficiait fortement de financement public. Quand je dis projet de territoire, alors je ne vais pas détailler cette slide, mais c'est juste parce que c'était une des spécificités quand même de notre candidature, c'était le fait qu'on était vraiment très très lié avec les différentes initiatives du Pays Voironnais, qui étaient déjà engagés sur un projet de territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui venait d'être lauréat TEPOS, qui après était ensuite TEPCV. Et voilà, le projet UIT était vraiment une brique supplémentaire dans un ensemble plus vaste. Et dès le début, il y a eu une vraie collaboration entre la collectivité et le groupement d'entreprise. Alors, ce qui a été aussi facilité par le fait que donc quand le groupement d'entreprise a été lauréat, il y a un poste qui a été créé, donc j'ai été recruté. Et en fait, moi, je travaillais avant pour le service économie du Pays Voironnais. Donc, c'est vrai qu'il y avait déjà des liens naturellement avec la collectivité, et ce qui a aidé à travailler ensemble. Alors juste parce que du coup la problématique c'était de fédérer les acteurs d'un parc d'activité autour d'une démarche EIT. J'ai fait 3 petits focus dans ma présentation. Une des chances qu'on a eues sur le parc, c'est le fait qu'on ait un leader assez naturel par rapport à ce projet-là. Je vais pas demander les droits d'auteur, il m'en voudra pas. Donc Pascal Mioche, qui en fait était donc le patron d'une PME automatique et industrie sur Centralpe et qui était le président du groupement d'entreprise. Et pour moi, Pascal avait trois grandes qualités. La première, c'était qu'il était légitime à porter ce projet de vouloir que l'association soit candidate à l'appel à projet, parce qu'il était président du groupement d'entreprise. On avait la chance qu'il était déjà reconnu, on s'entend hein, localement, mais parce que voilà, c'est un dirigeant qui a réussi dans son entreprise, qui était déjà impliqué sur le territoire et que les gens connaissaient déjà. Et surtout, parce que ces 2 premiers points, à la limite, ça s'acquiert, ça peut s'acquérir. Le troisième point qui était très important avec Pascal par rapport à notre projet de marche EIT, c'est que c'est quelqu'un qui est fédérateur. Il a tout de suite vu, j'en reparlerai après, l'intérêt de l'EIT pour fédérer les entreprises du parc. Lui, il l'a vu très tôt, j'ai envie de dire avant les autres, mais la force de Pascal, ça a surtout été de sa capacité à mobiliser ensuite les autres entreprises pour créer une dynamique et puis qu'on puisse engager cette démarche. Ça, je pense que c'est un point important. Alors, je mets un leader parce que c'était le cas chez nous, mais ça peut être plusieurs. Hein, mais en tout cas, voilà, d'avoir des personnes un petit peu en avance sur ces démarches-là qui portent la démarche au début, ça me semble important. Je vais pas rentrer, le temps est relativement limité, donc je vais pas rentrer dans les détails de toute l'étude qu'il y a eu sur les 3 ans, mais voilà, juste j'ai repris les 3 phases de l'étude et je m'en suis servi pour accentuer certains points. Première phase, bon, la consultation des prestataires, cartographier un petit peu les parties prenantes, essayer de voir si on trouvait des pistes de synergie théoriques selon les secteurs d'activité entre les entreprises, et puis un ensemble d'entretiens individuels qui étaient réalisés. Ce que je retiens moi de cette première phase, enfin ce que je retiens, j'ai extrait encore une fois certaines choses, c'est le fait qu'on ait créé un groupe de travail écologie industrielle territoriale qui a bien fonctionné au début. Alors, il a été plus dur à faire vivre dans le temps, mais au tout début, on était sur 20-25 entreprises représentées et qui a vraiment permis d'animer la démarche et de créer du lien entre les entreprises. Le deuxième chance qu'on a eu dans cette première phase, c'était qu'on ait pu organiser sur Centralpe un atelier PNSI
Je pense que la plupart des participants voient ce que c'est. Donc voilà, c'était ce programme qui était financé par l'ADEME, porté par 4 régions en France, enfin, par des CCI en région. Et notamment, il y avait la CCI Isère, donc Grenoble. Et donc, on a co-organisé ensemble un atelier PNSI sur Centrale. Donc, c'était un atelier où vous invitez 30-40 entreprises. Chacun a des petits papiers G, des petits papiers je veux. Sur chaque papier, un flux qui est plus ou moins détaillé. Et tous les papiers circulent à toutes les tables. Et ça permet de mettre en relation des flux, qui soient des flux de matière ou des flux de compétences, des locaux vacants, enfin, toutes des choses qui n'étaient pas utilisées à 100%. Et alors le bilan a été fait de cette expérimentation, pas sur Centrale, mais de manière globale. Et les ateliers avaient des défauts, enfin, principalement celui de faire émerger beaucoup de pistes de synergie, mais pas forcément des synergies prioritaires pour les entreprises. Et que, du coup, dans leur mise en œuvre derrière, bah, encore une fois, on revient sur cette question du temps consacré derrière, et l'aboutissement n'était pas forcément au rendez-vous. Par contre, en termes de sensibilisation, permettre aux entreprises de mettre le doigt de façon très concrète sur ce que c'est que l'EIT, parce que finalement c'était de l'EIT, hein, et ben c'est un super outil très concret sur un format court, enfin de 2 heures, intense pendant 2 heures, mais un vrai outil qui moi me semble très pertinent, et je pense enfin, moi c'est quelque chose que j'aimerais réorganiser, alors à plus petite échelle, pas avec toute la logistique qu'il y avait derrière, mais pour remettre une couche. Enfin voilà, c'est des choses qui, je pense, ont vraiment un sens. Troisième point sur lequel je voulais accentuer, c'était la notion de quick win, alors que j'ai barré volontairement dans cette phase 1. Nous, on voulait dès le début essayer de trouver des quick wins, des petites synergies faciles à mettre en œuvre. On n'en a pas trouvé. Et alors, je laisserai la discussion ouverte après, et je vais le dire de façon un peu provocante. Je suis pas sûr, enfin même aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des quick wins en matière d'EIT. C'est que des sujets qui sont longs à mettre en œuvre, même des sujets faciles sur lesquels on pourra rediscuter après s'il y a des questions, comme la mutualisation d'une collecte de palettes, la mutualisation d'entretien d'espaces verts. Voilà, même des sujets qui, de prime abord, peuvent paraître faciles, finalement le sont pas tant que ça, et en fait tout met du temps à se mettre en place. Et c'est voilà, l'objectif qui était d'avoir rapidement des premiers succès à mettre en avant n'a pas pu être atteint, en tout cas. Une deuxième phase, on est plus parti sur une partie flux. Bah, en fait, c'était simplement de recueillir un peu des données pour chercher des synergies de substitution, hein. C'était l'objectif. L'ADEME nous avait alerté là-dessus d'être très prudent et de ne pas partir sur quelque chose d'exhaustif. Ce qu'on avait fait, on avait fait un questionnaire très simple avec juste savoir si les flux étaient présents ou pas dans les entreprises, sans demander de volume. Voilà, c'était juste de première cartographie. Bon, on a quand même eu du mal à avoir un certain nombre de données. Et puis c'est vrai que dans la phase 2, ce qui a aussi compliqué le projet sur des synergies un peu ambitieuses, c'était qu'il y avait un papetier sur le parc Ecosys qui a été liquidé. Et il y avait plusieurs projets beaucoup assez ambitieux avec cette société qui auraient pu être intéressants. Hélène Centrale 2022, je le mets là aussi parce que, encore une fois, toujours dans cette idée de fédérer, nous, le projet EIT, ça a été aussi l'occasion de tracer, donc là on était en 2016, hein, de tracer la feuille de route Centrale sur les 5-6 années à venir. Et donc on a fait un travail de prospective qui a été vraiment intéressant pour emmener les gens, encore une fois, pour fédérer les entreprises autour d'un projet commun qui était centré autour de l'EIT, mais qui dépassait un peu le cadre de l'EIT. Troisième phase, priorisation des synergies, voilà, en fonction des besoins identifiés avant. Alors, ce que je le remets après, on était très orienté du coup synergie de mutualisation, comme ça a été dit tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas identifié vraiment de synergie de substitution matière. Pour autant, alors là je l'ai mis en phase de la phase 3, mais c'est des choses qui ont commencé avant, qui ont continué après. Il y a eu pas mal de rencontres sur des thématiques dédiées, sur la performance énergétique, sur le fret, sur les restaurants entreprises, sur le photovoltaïque et d'autres, pour essayer d'amener des rencontres supplémentaires sur d'autres sujets, pour essayer à chaque fois de trouver d'autres points communs à travailler entre les entreprises qui n'ont pas forcément abouti sur des actions, sur des réalisations opérationnelles, mais qui ont multiplié les occasions de rencontre entre les entreprises, et donc d'animation d'un parc d'activités par rapport à une démarche EIT. Et donc voilà, et ensuite il y a eu toute une phase de mise en œuvre du projet EIT. Voilà, j'ai rajouté ce petit schéma parce que je vais en reparler après, mais du coup, voilà, donc si on s'arrête à cette analyse-là du projet EIT, on est très déséquilibré sur la partie mutualisation,
Mais voilà, je reviendrai après sur les autres gains pour moi que peuvent apporter une démarche EIT sur un parc d'activités. Et notamment, c'est le deuxième focus sur lequel je voulais échanger, c'était le fait que pour moi, l'EIT, c'est par excellence un projet commun autour duquel fédérer des entreprises pour principalement 4 raisons. Enfin, il y en a sans doute d'autres, mais j'en ai vu 4. D'abord, l'EIT, c'est un sujet qui est complètement transversal. C'est-à-dire que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, sont forcément concernées à un moment donné par une thématique de l'écologie industrielle. C'est tellement vaste que c'est inévitable. Tout le sujet, c'est pour chaque entreprise de son territoire de savoir par quel sujet elles vont être intéressées, donc par quelle porte d'entrée on les amène vers l'EIT. Mais ce qui est sûr, c'est que théoriquement, en tout cas, elles rentrent toutes dedans. Le deuxième gros intérêt de l'EIT pour moi, c'est l'aspect très ambitieux de la démarche. C'est aussi une des difficultés, hein, c'est que voilà, c'est très ambitieux, donc effectivement, c'est pas facile. Mais clairement, c'est un sujet qui oblige à prendre de la hauteur, à se projeter, qui fait rêver. Hein, sous certains aspects, en tout cas, il doit faire rêver. Et donc, encore une fois, c'est tous des éléments qui normalement aident à réunir des entreprises et à les faire avoir un projet ensemble. Troisième aspect, l'EIT, et j'ai marqué, c'est collaboratif par nature. Pour réaliser des synergies, faut au moins être 2, potentiellement plus, mais au moins 2. Donc voilà, le fonctionnement même de l'EIT fait que vous allez créer des synergies. Et encore une fois, même si vous les créez pas, vous allez en tout cas créer des temps de rencontre entre des entreprises. Et donc, encore une fois, favoriser la dynamique de réseau. Dernier point, alors dans l'actualité, c'est pas très joli, mais ce que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, enfin voilà, l'EIT, donc l'environnement, c'est une thématique qui est au cœur des préoccupations j'ai envie de dire de tout le monde. Alors, je l'ai aussi nuancé en mettant qu'il peut être clivant. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui aujourd'hui vont faire complètement un blocage par rapport à l'EIT. Par rapport à l'environnement en général. Donc ces gens-là, on va les perdre dès le début, donc ça sert à rien de mettre trop d'énergie, mais voilà, il y a tous les autres en grande majorité où quand même c'est des thématiques qui aujourd'hui les gens vont quand même être forcément à l'écoute et encore une fois assez ouverts en tout cas à pouvoir participer à des choses qu'on organisera sur ces thématiques-là. J'ai remis un petit Pascal Mioche. Voilà, un projet commun fédérateur et un leader, voilà, ça fait 2 éléments qui fonctionnent très bien, encore une fois, pour favoriser une dynamique sur un parc d'activités. Le dernier point sur lequel je voulais aller, et je referai ensuite un petit lien avec les autres gains de l'EIT, c'est le modèle économique de ces démarches. Alors Cindy en a parlé en introduction, il y a des groupes de travail, donc c'est bien que le sujet, c'est un sujet à part entière et que la solution est loin d'être évidente. Moi, voilà, le petit retour qu'on peut faire, en tout cas au niveau de Centralp. Donc quand on a démarré en 2015, le budget de l'association, enfin avant justement que l'association soit lauréate, c'était un budget de 15-20 000 euros, il n'y avait pas de salariés au niveau du groupement. Donc à partir de 2016, il y a eu le projet. Donc voilà, on s'est retrouvé dans une situation très déséquilibrée en 2016 avec un budget qui était subventionné à 80%, alors par le projet UT et aussi en partie par le Pays Voironnais, la collectivité. Donc un budget très déséquilibré, mais on avait deux chances. Déjà, on avait ces financements qui permettaient de lancer la démarche, et on savait à l'avance cette courbe orange, on la connaissait à l'avance, c'est-à-dire qu'on savait très bien comment ça allait se finir en 2019. Et donc tout l'enjeu, c'était de voir qu'est-ce qu'on allait mettre en place pendant 3 ans pour compenser les subventions par d'autres recettes et donc pérenniser en tout cas l'emploi qui était créé et puis surtout la démarche et les actions qui allaient être mises en place. Donc c'est quelque chose qu'on a réussi à faire puisque sur l'exercice 2019 et l'exercice 2020 va être sensiblement le même, alors en rééquilibrant un petit peu. Alors Centralp Synergie, c'est service aux entreprises, Centralp Expérience, service aux salariés. Mais on se retrouve en 2019 et 2020 aujourd'hui, ça va être la même chose, sur un budget où pour le coup on s'autofinance à 80%, on a encore une part de subvention qui dépend, principalement en fait c'est la collectivité, le Pays Voironnais. Et donc il y a cette courbe bleue là qu'on a justement réussi à mettre en place, générer de nouvelles recettes, encore une fois pour pérenniser le temps au niveau du groupement et continuer à mettre en place des choses. Je vais revenir sur le détail des recettes juste après, mais donc avant, je voulais revenir sur pour moi, les gains indirects d'une démarche, que j'ai appelé des gains indirects, je ne sais pas si c'est des gains indirects, d'une démarche d'écologie industrielle. Donc voilà, si on s'arrête à la question de
du bilan de l'étude d'opportunité et des synergies mises en place, et le fait qu'il n'y ait eu que des mutualisations, pas de substitution, en termes d'économie d'énergie, de flux de matière, bah, le compte n'y est pas. Maintenant, si on regarde de façon un peu plus globale, il y a d'autres gains au niveau de l'EIT. Le premier que j'ai mis, c'était le fait que du coup le parc d'activité s'est positionné comme un acteur du développement durable en portant cette thématique, avec une petite citation. La première personne à l'avoir dit, c'était Julien Paula, donc qui est vice-président à l'économie au Pays Voironnais, que Pascal a repris aussi plusieurs fois après. Et donc voilà, l'idée que Centrale, qui était le parc le plus ancien, parc d'activité le plus ancien du territoire, était avec cette démarche le plus innovant. Et ça, c'est une idée qui nous plaisait bien et une image qui nous semble très intéressante pour un parc d'activité, encore une fois, qui a plein de choses à faire valoir. La deuxième, bah, c'est en plein dans ce qu'on est en train d'évoquer, hein, c'est que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que le fait de faire cette démarche EIT, au-delà des résultats, la démarche en elle-même, elle oblige à organiser des réunions, à créer des groupes de travail, à réunir des dirigeants, à promouvoir les initiatives des entreprises sur le parc, même si c'est des initiatives individuelles, mais déjà individuelles, les mettre en avant pour inciter d'autres à faire de même. Donc voilà, le sujet en lui-même est extrêmement vaste pour dynamiser un réseau et mettre en place beaucoup de choses. Donc ça me semble quelque chose qui est vraiment intéressant. Le troisième point, alors pareil, cette phrase elle est très discutable, mais c'est tout son intérêt. C'est un point de vue qui a été encore une fois porté par Pascal Mioche et qui l'a amené au niveau du conseil d'administration. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, en tout cas, ça oblige à faire chacun à se questionner un petit peu. Mais voilà, cette idée de faire les entreprises, certaines ne bougeront pas. Et finalement, si on veut les faire bouger, c'est pas avec les dirigeants, mais c'est plutôt par les salariés. Et c'est par cette porte d'entrée-là qu'on a investi d'autres champs pour voilà, y aller vraiment sur du temps long, là pour le coup, hein, mais petit à petit. Et donc, c'est ce que je mets là, c'est cette constitution d'une base de données qu'on fait depuis 2016 et qu'on continue à alimenter, qui fait qu'aujourd'hui, nous, sur le parc, on a à peu près 300 contacts qualifiés métiers, RH, qualité, environnement, sécurité, tout ce que vous voulez. Et pour moi, ça c'est une des clés du succès pour le futur. C'est-à-dire que la communication, alors j'en parle pas trop là, mais pour moi c'est un des cœurs du sujet. Envoyer un mail à 200 dirigeants en sachant très bien qu'on va en intéresser 5, pour moi c'est un échec. Enfin, voilà, je dis pas qu'on n'a pas forcément le choix, hein, parce qu'il faut bien communiquer, et malheureusement ça reste aujourd'hui le canal, le mail le plus simple et le plus utilisé, mais c'est pas satisfaisant. Et donc voilà, donc qualifier sa base de données petit à petit pour vraiment cibler, communiquer à moins de personnes mais mieux, moi ça me semble extrêmement important. Et donc cette deuxième base de données, pour le coup la générale, de 1500 adresses mail de salariés en direct qu'on a constituées avec leur accord évidemment et qu'on utilise, qui va nous permettre encore une fois de communiquer directement auprès des salariés et donc de potentiellement arriver à faire émerger d'autres initiatives dans les entreprises. Et donc, j'en reviens à ce sujet qui est aussi qu'on raccroche nous à la démarche EIT générale, hein. C'est le fait de rentrer par la porte, ce que je mets là, la porte d'entrée de la qualité de vie au travail, donc sur d'autres activités qu'on a en parallèle, sur l'événementiel, sur l'organisation d'ateliers, sur les services de conciergerie, qui est une porte d'entrée donc vers la RSE. Et ensuite, une fois qu'on a ces discussions-là avec les entreprises, bah, dans la RSE, il y a tout aussi le volet environnemental, et donc d'amener l'entreprise à aller sur d'autres sujets sur lesquels spontanément, quand on leur demande de quoi elles ont besoin, bah, elles ont besoin de rien. Voilà, donc je dis ça de façon un peu directe, c'est pas vrai, mais voilà, en tout cas, ça amène, ça nous permet d'avoir un autre canal de discussion avec ces entreprises. Et donc tout ça, alors le jeu de mots est sans doute plus que moyen, mais donc en fait tout ça, pour moi derrière, il y a la notion de c'est la marque employeur du parc, voilà, parc employeur, et c'est comment est-ce qu'on fait rayonner le parc au-delà en fait de son petit périmètre, comment on fait parler de lui, comment on fait parler de ses entreprises surtout, et en fait c'est qu'à la fin, c'est sur les entreprises du parc qui soient valorisées, mises en avant, et qu'elles y trouvent leur intérêt finalement dans toutes ces démarches-là, et que ça les incite bah, évidemment à continuer, à aller encore plus loin. Et donc, je reviens sur le modèle économique, sur le financement de cette démarche EIT. Donc, pour détailler les recettes de 2019, et juste pour dire que voilà, service mutualisé entreprise en 2019, c'est 3 000 € de recettes. Donc, en tout cas, sur Centralp, et je pense que c'est pas que Centralp, ça me semble compliqué de financer une démarche EIT sur les services mutualisés mis en œuvre.
parce que, comme je l'ai dit avant, c'est très long à mettre en œuvre et c'est déjà suffisamment compliqué que ça. Donc, rajouter en plus un volet économique, ça rajoute encore de la complexité. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis que ça rajoute encore de la complexité et que ça n'aide pas. Donc, c'est plutôt nous tous qu'on a mis en place autour, qui nous a permis progressivement d'augmenter les cotisations, de faire de l'événementiel, ainsi de suite, qui finalement a augmenté nos recettes et qui fait qu'aujourd'hui, sur les chiffres clés, donc entre 2017 et 2019, on a multiplié nos cotisations par 2 au niveau de nos adhérents. L'idée, c'était de se dire qu'on augmente la qualité et la quantité du service et donc on est légitime à augmenter les cotisations. Il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. La preuve, c'est qu'en 4 ans, on a augmenté notre nombre d'adhérents. On est là sur 2020, on va tomber à peu près 85 adhérents. Il y avait 60-65 adhérents en 2016, enfin en 2015, quand le groupement d'entreprise a été lauréat de l'AMI. Donc voilà, ça augmente lentement, mais sûrement. Donc voilà. 2 salariés et 2 apprentis sur 2020. Donc voilà, un modèle économique qui aujourd'hui est assez stable. Et donc un exercice 2020 équilibré. Là pareil, c'est donc une fois qu'on est structuré, ça nous permet beaucoup mieux de réagir en cas d'épidémie mondiale. Et c'est pour ça que je disais que le budget 2019 est plus équilibré sur le service aux entreprises, service aux salariés, parce que typiquement, une des actions qu'on a mis en place, on a fait des commandes groupées d'équipements de protection en fin avril, là, quand c'était un peu compliqué pour tout le monde, sur des masques, sur du gel, ainsi de suite. On a mis ça en place parce qu'on était structuré pour, et là, pour le coup, on a fait un peu de résultats, ce qui nous a permis de sauver un peu l'exercice. Voilà ce que je peux vous dire sur notre projet UIT. J'ai essayé d'aller pareil assez vite pour laisser le temps si jamais il y avait des questions pour la suite. Merci beaucoup, Benjamin. Je crois qu'il y a une question qui vient de tomber à l'instant, ou c'est une remarque de Fabien Bordon. Bravo à Benjamin et son équipe pour l'énorme créativité dans les activités imaginées à destination des salariés et ou entreprises. La diversité et la pertinence des offres proposées par Centrale se traduit dans les recettes de l'ASSO. Un exemple à suivre. Effectivement, des exemples très intéressants. Je pense que vous êtes très complémentaires dans votre présentation entre Audrey et Benjamin, de modèles différents mais avec de belles réussites. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Centrale, pour PIPA? Si vous voulez prendre directement la parole via vos micros ou mettre un message dans le chat, vous pouvez prendre la main. Moi, je suis sur la partie, comme je le disais là, moi sur les quick wins, où je pense pas aujourd'hui qu'on puisse avoir des quick wins en matière de IT. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, ou quelqu'un a un exemple contraire à me donner? Enfin, moi, un exemple que je peux donner, c'est sur la mutualisation, enfin sur la gestion des espaces verts, parce que c'est un sujet qui était revenu dans pas mal d'entretiens, et on s'était dit bon ok, on y va. Sauf qu'en fait, en travaillant le sujet assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites entreprises qui travaillaient sur Centrale, plein de petits paysagistes. Donc la solution facile, ça aurait été de faire un gros appel d'offres, on centralise, on prend un prestataire, forcément un gros, c'est le seul qui allait pouvoir répondre, et donc du coup mettre en difficulté toutes les petites entreprises qui intervenaient sur Centrale. Ça nous semblait pas très cohérent avec la démarche de l'association, avec ses engagements RSE, et même avec les engagements RSE des entreprises. Et donc du coup, une fois qu'on a dit ça, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait avancer. Donc tout ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé en fait à la rédaction d'une charte d'entretien écologique des espaces verts, donc une charte qu'on a créée avec le réseau Fredon, qui est national. Et donc c'est une charte qu'on a lancée là le 15 octobre 2020. Donc 4 ans après finalement, 3 ans et demi après le début de la démarche EIT. Donc et c'est pas je reste très modeste, c'est pas une ambition folle, mais voilà, tout prend du temps. Valérie, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Oui, je voulais déjà remercier effectivement pour cette expérience qui est vraiment très inspirante, parce que effectivement elle montre un petit peu une voie de pérennisation de cette démarche EIT. Ça, c'est quand même très peu courant encore.
Et la question que je voulais poser, c'est essayer d'avoir un peu plus de détails sur les services aux salariés. Alors, sur les services aux salariés, ils sont de plusieurs ordres. Alors, dans services aux salariés, nous aujourd'hui, on met toute la partie événementielle. Donc, en fait, c'est des événements de cohésion d'équipe clé en main qu'on propose aux entreprises. Donc, l'événement phare, c'est les Jeux de Centralpes. Donc, pendant 15 jours, en juin, c'est des épreuves inter-entreprises, sportives, mais pas que. Il y a du Cluedo, de l'escape game, sportif et culturel. Voilà, donc ça sur 2019. Alors, je vous parlerai pas de l'édition 2020. Sur l'édition 2019, c'était 1200 participants. Donc ça commence à faire du monde et effectivement, bah, évidemment, dès que vous commencez à avoir du monde, bah, on a des partenariats, on a d'adhésion. Enfin, c'est un événement qui crée de la recette, hein, clairement pour le groupement d'entreprise. On a d'autres événements comme ça dans l'année, pas aussi importants, mais voilà. Après, il y a tout un volet des ateliers thématiques qu'on organise entre midi et 2 toute l'année, entre 3 et 5 ateliers. Donc c'est des ateliers de 3 quarts d'heure, 1 heure, et c'est des sujets. Ça peut être sur la taille des arbres, ça peut être sur la couture, ça peut être sur la méditation. Voilà, au sens très large. On a aussi mis en place des activités sportives toute l'année, pour le coup. Là, il y a une quinzaine d'activités, marche nordique, yoga, circuit training. Voilà, pareil, encore une activité qui est forcément un peu en difficulté là. Et puis, on développe là depuis aussi 2 ans, même si ça c'est plus compliqué, des services de conciergerie. Pressing, repassage, livraison de paniers de légumes. Donc là, le modèle économique de ces services-là, il est quand même compliqué. Ça existe, il n'y a pas d'initiative privée. Ça existe sur des modèles d'une entreprise, dans une entreprise, mais dès qu'on passe sur de l'inter-entreprise, ça ne marche pas. Le modèle économique de ces services-là, c'est qu'il faut que l'entreprise paye un droit d'accès, mais les entreprises, en fait, par rapport au nombre de salariés qui utilisent le service, c'est des coûts qui sont pas du tout raisonnables. Donc voilà, on est plus dans une démarche, nous, de monter petit à petit. On peut le faire. On a aussi cet avantage-là de pas avoir une logique économique immédiate. On peut voir sur du plus long terme. Et donc voilà, on investit aujourd'hui un peu de temps là-dessus et moi j'y crois assez, même si ça va prendre du temps. Mais en tout cas, sur la partie service aux salariés, le plus, entre guillemets, le plus simple et celui sur lequel les entreprises voient tout de suite l'intérêt, en tout cas les plus grandes, c'est la partie cohésion d'équipe clé en main. Inter-entreprise. Et je pense aussi que c'est un très bon vecteur, effectivement, pour arriver à comment dire, à sensibiliser de plus largement pour les entreprises au développement durable. Donc, je pense que c'est ça qui, moi, je trouve, enfin, l'astuce, enfin, ou plutôt l'intérêt de votre démarche, d'avoir pensé effectivement à inclure les salariés dans cette démarche de IT, quoi, en fait. L'étape d'après là sur laquelle on a commencé à travailler, c'est moi j'ai découvert il y a 2-3 mois en arrière là, le concept de transféreur. C'est encore une étude qui était financée par l'ADEME qui date de 2018. Donc les transféreurs, le terme est pas très joli, mais on voit assez vite ce que c'est. C'est en fait c'est les salariés qui ont des convictions soit dans leur travail, soit chez eux, et en fait il y a des passerelles entre les deux. C'est pas du tout hermétique. Et donc l'idée c'est moi je pense qu'on a une super action à faire sur Centralpes, d'identifier des transféreurs, monter des groupes. Et en fait, d'accompagner ces gens-là pour les aider. Souvent, les transféreurs, pour le dire de façon triviale, c'est les relous dans les entreprises. C'est ceux qui embêtent la machine à café sur le fait de venir en vélo, sur le fait de ne pas prendre la voiture. Et le problème, c'est que ces gens-là, en fait, leur message, ils perdent complètement l'efficacité. Leur message est le bon, mais à force de le rabâcher et à force d'être un peu campé sur ses positions, leurs collègues ne veulent plus les écouter. Et donc, en fait, ça fait complètement l'effet inverse. Et donc moi, je pense que ces gens-là, il faut les accompagner. Déjà, il faut les aider à mieux amener leur message. Et je pense qu'il faut les faire monter en compétences pour pas qu'ils ne soient que sur un sujet, mais sur plusieurs, pour pas être tout le temps sur la même chose. Et je pense qu'il faut les aider pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls. Alors dans leur entreprise, à l'instant T, ils sont peut-être tout seuls, mais en fait, juste à côté, il y en a d'autres. Et donc en fait, de créer une dynamique de groupe et là, pour le coup, de porter des actions dans les entreprises, ça va être des petites actions. Et là, pour le coup, je recrois au quick win sur des petites choses portées par des salariés. Là, oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place facilement. Et voilà, et toujours pareil, faire bouger, et puis au bout d'un moment, la direction pourra plus se cacher. Enfin, il faudra bien qu'elle constate qu'il y a des choses qui se passent. Oui, alors si je peux suggérer juste une action qui marche très bien, c'est des espaces de gratuité, en fait, pour les salariés. Ça, c'est vraiment super efficace, ça marche très très bien. Chacun dépose quelque chose. Voilà, c'est ça. Et reprend, parce que le plus intéressant, c'est que souvent, on croit qu'on va juste déposer, mais non, en fait, on reprend aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sur n'importe quel flux, hein, ça peut être du textile, ça peut être des jeux, des jouets,
du matériel de bricolage. Ça marche assez bien. Merci en tout cas. On a une question, alors on a plusieurs questions qui viennent de tomber. On a une question de Monsieur Gauguillon. Comment appréhender une démarche EIT vers des zones d'activité très petites en milieu rural, 10 à 15 entreprises PME maximum et très diffuses sur le territoire? Plus facile à cerner les acteurs, moins nombreux, mais problèmes de taille critique. Audrey Benjamin. Bah, sur ça, effectivement, là, la chance qu'on a au niveau de Centrale, et Pipa, c'est pareil, c'est la proximité géographique. Moi, c'est mon atout numéro 1, c'est le fait que tout ait lieu forcément à côté. Et je reconnais que le fait d'être quelque chose de très diffus sur le territoire complique forcément les choses. Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est sûr que la proximité géographique est un atout. Néanmoins, ce qui est aussi très important, c'est d'avoir aussi une ou quelques personnes qui puissent animer l'animation. De toute façon, dans tous les cas, on se rend compte que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait un point d'entrée et un élément fédérateur. Comme le disait tout à l'heure Benjamin, avec j'avais noté Monsieur Pascal, j'ai oublié son nom, mais la personne qui a fédéré, voilà, Mioche, la personne qui a fédéré ces entreprises-là, c'est important peut-être d'avoir voilà une personne qui est identifiée, qui fédère, même à distance, je pense que c'est possible. Et après, une fois que vous connaissez, que cette personne-là connaît les entreprises et les font se connaître, eh bien, il est beaucoup plus facile de les approcher sur des sujets divers variés. Là, on parle d'environnement et de RSE. C'est aussi les sujets qui nous intéressent beaucoup sur le PIPA. Voilà, le fait de connaître les acteurs et qu'ils se connaissent entre eux facilite énormément toutes les actions qu'on peut proposer par la suite. Et on va pouvoir prendre une dernière question, une question de Bruno Vullier. Question pour Audrey. Quel est l'outil qui fixe les préconisations environnementales sur le PIPA? Comment placez-vous le curseur parmi les préconisations à fixer? Jusqu'où pouvons-nous aller en termes de préconisations environnementales? Quelles sont les démarches et ou les outils qui vous permettent d'identifier concrètement ces préconisations en cohérence avec la réalité? Alors, un point de détail pour que je comprenne bien, les préconisations environnementales sur le PIPA pour les entreprises qui s'y implantent, c'est bien ça la question? Ok, c'est ça, donc me dit Bruno. Alors, comment on les fixe? Alors l'outil, il n'y a pas vraiment un outil. À l'origine, quand on vend un terrain, on a un cahier des charges de cession de terrain, un CCCT. Dans ce cahier des charges, il y a des préconisations qui ont été inscrites il y a de cela de nombreuses années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut le réviser. Donc l'outil pour réviser ce cahier des charges et se poser les questions sur qu'est-ce qu'on veut y intégrer en termes de préconisations environnementales, c'est la force de l'équipe du syndicat mixte. Voilà, on est plusieurs membres de l'équipe à travailler sur ce sujet-là, presque la moitié de l'équipe, puisqu'on a chacun une approche particulière par rapport à nos métiers. Et donc, on approche les entreprises de différentes manières, donc on les connaît sous plusieurs angles. Voilà, et ensuite, comment on place le curseur? Alors, c'est une bonne question, on se demande toujours jusqu'où on va dans nos préconisations environnementales. D'ailleurs, on dit préconisation, c'est où est-ce qu'on met le curseur aussi entre obligation et préconisation. C'est pas forcément évident. Parfois, on a peur d'être un peu trop exigeant et que du coup, ça puisse freiner les entreprises du parc, enfin les entreprises à s'implanter sur le parc. Donc, ce qu'on a aussi fait pour donner un peu d'eau à notre moulin, c'est d'aller voir ce que faisaient nos confrères sur d'autres parcs d'activité. Et en fait, on s'est rendu compte que avoir plus d'exigence, si je puis dire, sur les thématiques environnementales, c'est pas identifié comme étant un frein chez des confrères à nous. Au contraire, ça permet aussi de cibler certaines entreprises qui souhaitent aller, qui ont une démarche environnementale, qui souhaitent la promouvoir. Et nous, on vient leur donner quelques idées
par rapport aux spécificités du parc sur ce qu'elles peuvent mettre en œuvre, par exemple sur l'énergie, sur la biodiversité, sur la gestion de leurs espaces verts, sur l'aménagement de leur parcelles. Voilà, donc il faut trouver le bon curseur et on pense aujourd'hui qu'on peut vraiment aller de plus en plus loin dans ce qu'on demanderait aux entreprises. Et pour finir, on va pas, je pense qu'on est en train de travailler sur le sujet, on n'a pas abouti, mais on est en train de se dire qu'il faut pas tout exiger non plus, hein, mais peut-être proposer telle ou telle solution avec des équivalences et puis que l'entreprise puisse aussi avoir le choix de mener telle ou telle action parce que ça correspond plus à son activité ou à ses valeurs ou voilà, etc. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, c'est un travail qui est en cours, donc j'ai pas toutes les réponses. On a une petite précision d'Olivier Gillet. Nota bene, les préconisations environnementales peuvent être assez élevées. Exemple de Rovaltin en Drôme, depuis pas mal d'années avec des obligations de performance environnementale des bâtiments, ou une ZADA du côté de Vienne. De mémoire, tout nouveau bâtiment doit être équipé de PV en tiers, financement organisé, etc. Merci encore Audrey et Benjamin pour vos témoignages. De rien, avec plaisir. Avec un grand merci pour tous ces éléments que vous avez pu nous apporter. Je vous propose de continuer en donnant la parole à Cécile Coiplet. On va travailler en attente pour 2021, parce que vous allez vous faire travailler maintenant sur les attendus du réseau EIT. Je remets un instant mon partage d'écran si la connexion le permet. Et Cécile, je te laisse la parole. Alors, oui, je voulais juste souligner que ce réseau EIT qu'on soutient et qu'on suit avec l'ADEME et la région, il est vraiment à destination des porteurs de démarches EIT, des territoires, des acteurs économiques. Donc, c'est très important pour nous aussi que vous fassiez remonter vos besoins. Donc, le CIRID a préparé une petite animation. Pour rappel, vous avez aussi une communauté privée. Donc, pour rappel, en 2020, malgré le contexte, il y a 3 webinaires qui ont été organisés et maintenus, que vous retrouvez sur le site internet d'Eclaira. Un premier qui était retour d'expérience du naturopole, avec un témoignage très dynamique. Donc ça, c'était en mai. On a eu un deuxième webinaire en juin sur les outils dédiés à la mutualisation, aux synergies. Par rapport au contexte de crise, et le dernier webinaire aujourd'hui. Voilà, l'enjeu, c'était initialement, on avait prévu une visite de site en présentiel pour aussi voir des projets un peu plus concrets, mais voilà, donc n'hésitez pas, au-delà de ce sondage, quand vous avez des initiatives ou des sujets que vous souhaitez voir abordés, à les transmettre, à vous rapprocher du CIRID. Merci Cécile. Et effectivement, comme tu l'indiquais, on a préparé une petite animation pour faciliter l'échange et pouvoir rassembler les idées que vous pourriez avoir pour 2021. Donc, je vais vous copier le lien qui est ici dans le chat, que je vous invite à récupérer directement. Alors... Je viens de le partager, sinon, Coralie, normalement, il est accessible sur le chat. Ah, bah voilà, tu as été plus rapide que moi, merci Margot. Donc, oui, il vous suffit de cliquer, parfait, il vous suffit de cliquer sur un des 2 liens, je me connecte également en ligne à ce lien. Donc, c'est tout simple, c'est comme un petit tableau avec des post-it, sauf que ce sont des post-it virtuels. Vous n'avez pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. Et en fait, on a positionné déjà 5 post-it, donc le central, vos attentes du réseau UIT pour 2021. Ensuite, les formats attendus que pourraient prendre les interventions, les différentes idées d'animation, les idées d'animation en elles-mêmes, les outils que vous souhaiteriez qu'on utilise ou au contraire que vous souhaiteriez qu'on vous présente. Et ensuite, un autre volet thématique, voilà, un point précis que vous aimeriez pousser sur l'EIT, avoir plus de détails, plus d'informations. Donc, on vous invite à choisir, à prendre un petit post-it en venant cliquer
à gauche dans les petites icônes qui sont indiquées. Donc, vous avez une fameuse icône pense bête ici et il vous suffit de remplir l'idée en question et ensuite de la déplacer auprès de la thématique concernée. Vous pouvez choisir différentes couleurs. Voilà, l'idée, c'est simplement de pouvoir récupérer un petit peu vos idées, vos attentes sur des choses qui vous intéresseraient. Donc, effectivement, des visites, on aurait adoré pouvoir en faire cette année. On espère tout à fait pouvoir en faire. Donc, voilà, on vous invite toutes et tous à venir vous saisir des post-it et à venir compléter un petit peu sur ce tableau les choses que vous aimeriez voir pour l'année 2021. Et si en parallèle vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros aussi. On peut tout à fait faire une discussion ouverte en parallèle. Donc, il y a des attentes au niveau des outils pour identifier des pistes de synergie à travailler. S'il y a des acteurs aussi dont vous avez connaissance, que vous pensez qu'il serait intéressant de mettre en avant, pareil, hein, n'hésitez pas à le préciser. Des visites en particulier, très bien. Un focus sur l'EIT en zone portuaire, on note. Est-ce que les formats webinaires vous conviennent? Est-ce que vous pensez s'il y a un besoin que ce soit plus court, plus long? Pareil, n'hésitez pas à donner ce type d'informations. Bon, on continue. Les webinaires, c'est une bonne chose. Donc, les webinaires qui sont tout à fait disponibles, comme ils le sont déjà, mis en ligne à travers la communauté EIT. Pour information, la communauté EIT, il y a un petit peu moins de 40 personnes inscrites. Donc, je pense que certains d'entre vous qui ont participé au webinaire ne sont pas forcément inscrits. Il suffit juste de se créer un compte sur Eclaira et ensuite de faire une demande d'adhésion au réseau. On vous le renverra à travers soit les newsletters, soit à travers un email. Pour nous, c'est un petit peu plus simple de communiquer via cette communauté puisqu'on peut facilement glisser des documents, des informations, des supports sans forcément vous bombarder d'emails. Et une fois que vous avez créé un compte, vous recevez, je crois, d'une manière, une fois par semaine, s'il y a des nouvelles informations qui sont sur la communauté, vous recevez un petit email qui vous donne l'information des nouveaux éléments qui sont arrivés. Donc, une demande d'atelier de format PNSI. Bon, en tout cas, c'est super. Merci pour vos retours. Ça va nous permettre de travailler un petit peu sur l'après, se revoir autour d'un déjeuner. En physique, ça peut être très bien, effectivement. Cours de travaux sur les flux. Visiter Savoie Technolac. Avec plaisir. On prendra contact avec les acteurs. On vous laisse encore quelques minutes si vous souhaitez compléter. On travaille sur le potentiel d'une ressourcerie. Webinaire sur les techniques d'animation. Ok, très bien. Ok, il y a plein d'idées. Merci beaucoup. Bon, bah, merci en tout cas pour toute cette matière que vous nous apportez. On reviendra vers vous prochainement pour construire l'après. Je rebascule sur le PowerPoint. Cet outil-là, il reste actif. Hein, donc, si vous souhaitez le compléter, n'hésitez pas. Et de la même manière, après, si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, vous pouvez aussi tout à fait nous envoyer un email, que ce soit à moi ou à Margot, pour qu'ensuite on puisse l'intégrer dans nos réflexions. Il me reste à remercier encore une fois l'ensemble des intervenants, Audrey Erignac, Benjamin de Centralp,
Merci pour vos interventions et pour ces riches témoignages. Merci également à Cindy pour la prise de parole, à Nadège Dondez, Olivier, Cécile également. Merci à la région, merci à l'ADEME. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin d'année si on n'a pas l'occasion d'échanger à nouveau d'ici là. Et on vous donne des nouvelles très bientôt pour garder le contact autour de la communauté EIT. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci à tous. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir.